Bonjour à tous. Merci à tous d'être là à cette conférence. Donc, il est 14h30. On va pouvoir commencer. Donc, je suis Salia Marié, directrice des opérations de l'agence Lucie. Ravie de vous accueillir autour de cette conférence sur les entreprises des services numériques. Comment prendre le virage du numérique responsable. Donc, j'aurai le plaisir d'animer cette conférence avec Lisa Harel, coprésidente de France IT, qui va vous présenter notamment les enjeux du numérique responsable et puis vous annoncer cet événement sans précédent qui est la mise en place d'une synergie de tous les acteurs clés du numérique responsable pour apporter en fait une solution unique et lisible sur comment mettre en œuvre le numérique responsable et notamment pour les ESN. Et puis, j'aurai le plaisir de vous présenter du coup cette solution, cette nouvelle offre d'engagement dans le numérique responsable. Et puis ensuite, Jean-François Capla du groupe ISIA sera là pour vous présenter concrètement comment on vit une démarche numérique responsable de l'intérieur au sein d'une ESN et comment ils se sont transformés et ce qu'ils en ont retiré, notamment comme bénéfice. Voilà, je laisse la parole sans tarder à Lisa. Merci Salia. Bonjour à tous. Alors donc, je suis Lisa Harel, je suis directrice d'un réseau d'entreprises du numérique en Nouvelle-Aquitaine et je suis là en tant que coprésidente de France IT, qui est une association qui réunit différents réseaux d'entreprises du numérique en France et qui s'associe pour porter des projets en faveur du développement de la filière et des entreprises. J'ai pris la coprésidence il y a un peu plus d'un an. Et une des priorités qu'on a portées au sein du conseil d'administration de France IT, c'était d'agir en faveur du numérique responsable. Et je vous le présenterai rapidement, et de se rapprocher de l'Institut du numérique responsable et de l'agence Lucie pour fédérer nos initiatives qui allaient sur ce sens commun. Avant de laisser la parole à Salia pour vous présenter le fonctionnement du nouveau label qu'on a opéré, je vais revenir sur des éléments de contexte et puis vous expliquer un peu les grands principes de la nouveauté. Alors, vous avez à l'écran des chiffres que la plupart d'entre vous connaissent, mais qui sont importants de rappeler. C'est-à-dire que quand on parle de l'impact du numérique sur l'environnement et sur la société, on parle de l'ensemble du cycle de vie du numérique, à savoir la fabrication et les usages. Pour exemple, quand on veut fabriquer un ordinateur portable de 2 kg, il faut 1,5 tonne d'eau, il faut 240 kg de combustible, il faut 22 kilos, c'est peut-être approximatif, mais une vingtaine de kilos de produits chimiques et 800 kilos de matières premières. À l'échelle mondiale, la fabrication et les usages du numérique représentent 4% des émissions de gaz à effet de serre et 10% de la consommation électrique mondiale. Alors, c'est notamment dû à l'essor des objets connectés, mais d'une façon générale, l'essor des usages. Et en parallèle, on a près de 15 millions de personnes en France qui sont en situation de fracture numérique, en situation d'électronisme ou qui n'ont pas les ressources nécessaires pour accéder aux outils, ou qui n'ont pas les connaissances et qui ne sont pas formés à l'usage de technologies qui sont souvent de plus en plus complexes. Donc, quand on parle de numérique responsable, on parle bien de tous ces enjeux-là qui sont soulevés par ces chiffres. À l'échelle individuelle, il est important aussi là vous avez quelques chiffres, mais de comprendre l'impact qu'on a dans nos usages quotidiens. Je vais prendre un exemple, je vais vous citer un exemple qui n'est pas écrit ici. C'est une personne sur une journée de bureau qui envoie 20 mails par jour, parce qu'on est nombreux à faire. C'est l'équivalent en termes de CO2, d'émissions de CO2, pardon, c'est l'équivalent de 1000 km en voiture par an.
Si je prends l'échelle d'une entreprise de 100 personnes, avec ce même cas d'usage, l'équivalent en termes d'émissions de CO2, c'est 13,6 tonnes de CO2 et c'est 14 allers-retours Paris-New York. Donc on comprend bien l'intérêt aussi de faire attention à ces usages individuels et à agir au niveau de l'entreprise. Alors forcément, le numérique, et je ne veux surtout pas remettre ça en question et je serais très mal placée pour le faire, a plein d'atouts pour agir de façon positive sur l'environnement ou sur les sujets d'inclusion. Mais si on veut que ça continue à être vrai, il est important de faire en sorte que l'impact du cycle de vie soit optimisé au maximum. Alors, je vais vous citer plusieurs raisons au cas où vous ne seriez pas convaincus, ou en tout cas vous donner plusieurs arguments pour en discuter et partager ces sujets-là au sein de vos entreprises. D'abord parce qu'il est important de participer à l'effort collectif mondial. L'idée n'est pas qu'une entreprise parvienne à avoir des résultats exemplaires, mais bien que l'ensemble des entreprises puissent y parvenir. On a vu les chiffres sur l'impact des usages individuels. En valeur absolue, à l'échelle d'une entreprise, l'impact est 3 fois supérieur. Donc vraiment l'intérêt et le pouvoir d'action de l'entreprise pour agir pour booster ce numérique responsable. Ensuite, intégrer un principe de numérique responsable, c'est aussi un moyen d'anticiper les régulations, en tout cas le faire maintenant. Vous l'avez certainement lu, certainement vu. De plus en plus, les politiques du numérique convergent avec les politiques de transition écologique. Vous avez certainement été confronté à des appels d'offres sur lesquels on vous demande des preuves de mise en œuvre de pratiques numériques responsables ou de sobriété numérique. Dans certaines régions, et là je vais citer la région Nouvelle-Aquitaine, est mis en place un principe d'éco-conditionnalité des aides publiques. On a vu aussi fin 2020 qu'au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre de choses qui ont bougé et qui poussent à une consommation globalement plus responsable. Et puis en juin dernier, l'Assemblée nationale en France qui adopte une loi pour la réduction de l'empreinte écologique du numérique. Alors, le texte initial proposait une obligation d'éco-conception de services numériques. Cette obligation-là n'a pas été retenue, mais en tout cas, on a un principe de... comment est-ce qu'ils ont appelé ça ? Enfin, on a un référentiel de bonnes pratiques qui est fortement recommandé pour la fabrication et pour l'éco-conception de services numériques. Donc aujourd'hui, la réglementation bouge, évolue, et je pense qu'il appartient aux entreprises aussi d'être en veille sur ce volet-là. On en discutait, et je pense que l'exemple de Jean-François sera parlant là-dessus. Intégrer des pratiques d'un numérique responsable, c'est aussi proposer un projet fédérateur à ses équipes. C'est les impliquer dans quelque chose qui a du sens, et notamment sur les jeunes générations qui vont avoir envie de rejoindre des entreprises qui font sens avec leurs valeurs. Je pense aussi que c'est un levier d'innovation. Ce matin, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de Goodwill sur la low-tech. On voit bien, en fait, quand on parle de numérique responsable ou de sobriété numérique, on parle de se centrer sur les besoins utilisateurs, d'enlever toutes les fioritures extérieures. Et par là, on pose un paradigme, on pose un cadre en tout cas qui est différent pour réfléchir à la notion de service et d'offre qu'on va apporter aux utilisateurs. On va parler donc de low-tech, on va parler de qualité, on va parler d'inclusion, de différents moyens de satisfaire le besoin utilisateur et vraiment de se concentrer là-dessus. Et puis, quand on parle d'un numérique responsable, on parle d'allonger la durée de vie des équipements. On parle d'économie d'énergie, on parle de fidéliser ses collaborateurs, et forcément, c'est des réflexions qui ont une incidence directe sur l'économie et l'activité financière de l'entreprise. Hop. Non, ça ne switche plus. Ah si, c'est bon. Merci, ça y est, excuse-moi.
France IT, c'est une association qui a un peu plus de 10 ans. Et il y a 10 ans, on a mis en place le label Entreprise numérique responsable, qui était plutôt un label orienté sur la RSE des entreprises du numérique. Et quand en 2019, l'Institut du numérique responsable a lancé le label numérique responsable, on a cherché à se rencontrer et à discuter. Et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'on partageait les mêmes valeurs. Mais qu'on avait aussi les mêmes questionnements de nos interlocuteurs et des velléités d'avoir plus de lisibilité sur cette question des labels et sur la question du numérique responsable versus sobriété, versus comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que nous, en tant qu'acteurs économiques, on se retrouve dans cette jungle-là. Nous, on a donc souhaité, avec l'Institut du numérique responsable, avec l'agence Lucie, avec leurs partenaires et au sein de France IT, à vous proposer un outil, à créer, ou en tout cas à faire évoluer le label comme un vrai outil et vous offrir plus de lisibilité. Donc, j'y reviendrai très vite. En fait, on est parti du référentiel créé par les experts de l'INR. Et on l'a fait évoluer de façon à s'adapter aux problématiques métiers des entreprises de services numériques. Et pour ça, eh bien, on l'a co-construit avec des entreprises, alors dont ISIA. On a, avec l'Institut du numérique responsable, avec l'agence Lucie, avec les représentants de clusters de France IT et avec les entreprises de services numériques, on a défini les critères du référentiel de façon à ce qu'ils correspondent au plus juste à leur activité. Et donc, on est très fiers de vous présenter une cohorte d'un écosystème numérique responsable qui a une réelle volonté de vous proposer un outil pratique qui va booster le numérique responsable. Et c'est vraiment une grande fierté. Et Salia disait, c'est quelque chose de sans précédent. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup de travail. Et en tout cas, l'intérêt dans lequel c'est fait, c'est vraiment pour diffuser ces pratiques de numérique responsable, parce qu'on sait que c'est que par le nombre aussi qu'on arrivera à avoir un impact réel. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'intérêt d'intégrer une pratique de numérique responsable. Oui, avant... oui, pardon, excusez-moi, je me perds. Donc, sur le référentiel, on l'a travaillé, je vous le disais, avec les entreprises, avec les experts. On a aussi beaucoup travaillé au fait qu'il soit accessible aux TPE et aux PME, que l'intégration, que la labellisation et que l'intégration des pratiques d'un numérique responsable ne soit pas consacrée qu'aux grands groupes. Et donc, c'est pour ça qu'on a adapté le label avec 2 niveaux que Salia va vous présenter, qui correspondent à la capacité financière, à la capacité de temps et à la maturité aussi des entreprises, tout en étant exigeant sur le niveau de vérification du travail qui est mis en place. Ce label, au-delà d'être un outil, je discutais en aparté avec Salia de petits malins qui me disent finalement, je peux avoir l'outil et puis une fois que je l'ai, c'est bon. Non, en fait, le label, il a 2 sens. Je pense que vous êtes nombreux à avoir des pratiques de numérique responsable. Le label, d'abord, il va permettre de distinguer la déclaration de l'action. Et ça, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui quand on est vraiment engagé et qu'on a une volonté de faire avancer les choses. Pour les arguments que j'ai donnés, mais aussi pour le collectif qu'on représente. Et puis, il s'inscrit, c'est pas un tampon à un moment T, il vous permet de vous inscrire dans une démarche d'amélioration continue et dans une démarche de progression. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt du label, et je pense que Jean-François aussi l'expliquera, c'est que ça vous donne un point de départ et ça vous donne une ligne d'horizon et qui va être propre à chacun. Donc voilà, je vais terminer en vous invitant vivement à contacter l'agence Lucie pour en connaître un peu plus sur cette démarche-là, à venir nous rencontrer évidemment. Vous pouvez contacter France IT évidemment sur ce sujet-là.
Et j'espère que vous serez nombreux à vous saisir de cet outil qu'on a vraiment créé pour le sens et des valeurs qu'on partage. Voilà. Merci Lisa. Donc, je vais vous présenter maintenant comment ça se décline, cette nouvelle solution pour s'engager dans le numérique responsable. Donc, l'objectif, les 3 objectifs clés, on va dire, c'est de pouvoir offrir en fait une démarche de labellisation qui soit accessible. Ça, c'était vraiment la clé. Et c'est ce qui nous a amené à discuter ensemble entre l'INR, France IT et nous sur comment est-ce qu'on peut rendre le numérique responsable et l'engagement dans le numérique responsable plus accessible aux TPE, PME et permettre en fait l'engagement du plus grand nombre. Donc vraiment l'accessibilité, ça a été un point clé. D'avoir aussi une démarche qui soit exigeante, qui pousse vraiment vers le haut les entreprises qui s'engagent dans le numérique pour que ça se traduise en impact positif pour notamment l'empreinte carbone du numérique, mais pas que. Il y a aussi l'aspect inclusion et la réponse aux besoins des populations dans le domaine. Il y a aussi le fait de rejoindre, aussi, de créer une communauté large qui regroupe toutes les entreprises, tous les acteurs qui veulent s'engager et de pouvoir, au sein de cette communauté, eh bien, échanger des bonnes pratiques, échanger des expériences, des retours d'expérience pour en fait, partager et diffuser le plus possible ce que nous faisons de bien et aussi les problématiques qu'on peut rencontrer et trouver aussi des solutions ensemble. Donc, rejoindre une communauté, c'est aussi ce qu'on veut créer, c'est avoir une communauté large d'acteurs engagés dans le numérique. Alors, en fait, on a mis en place donc une labellisation selon 2 niveaux qui permettent de s'engager et de rendre ça plus accessible. Donc, que l'on soit sur le niveau 1 ou le niveau 2, le principe, c'est de rejoindre donc, cette communauté. Aujourd'hui, la communauté Lucie compte plus de 850 organisations engagées et donc créer vraiment ce mouvement, cette vague d'engagement autour du numérique. Se former, monter en compétences sur le sujet, c'est un point clé pour vraiment intégrer le numérique dans son activité, ses services et ses produits. Être évalué par des experts du numérique responsable et avoir un plan de progrès pour progresser et aller toujours plus loin dans sa démarche. Donc là, vous voyez, à travers les exemples des organisations qui sont déjà engagées, on voit aussi bien des entreprises comme ISIA ESN, mais aussi des collectivités comme le Conseil régional de Bretagne ou bien encore La Rochelle, l'Université de La Rochelle, qui sont engagées depuis longtemps dans la labellisation numérique responsable. Donc ça s'adresse à tous les acteurs. Et là, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est la démarche pour spécifiquement les entreprises des services numériques. Et pour cela, on a travaillé à la fois sur le développement d'une solution avec ce label à 2 niveaux, mais on a travaillé aussi sur le référentiel. Donc on est parti du référentiel d'origine qui avait été développé par l'Institut du numérique responsable et on l'a retravaillé avec notamment des entreprises, des ESN, pour en faire un référentiel adapté à leur enjeu. Donc vous voyez ici les différents grands axes du référentiel. Vous avez en haut les 4 grands axes qui, on va dire, constituent le tronc commun et qui s'adressent à toutes les organisations, quel que soit le secteur d'activité. Et puis un 5e axe qui est spécifique aux entreprises du numérique. Donc qui permet justement de prendre en compte les enjeux spécifiques. Donc les 4 premiers axes, vous voyez la partie stratégie ou gouvernance. Il est essentiel que le numérique fasse partie intégrante de la stratégie globale de l'entreprise. Donc là, c'est mobiliser notamment les dirigeants, avoir un comité qui intègre les parties prenantes, notamment internes, externes, autour du numérique et définir quels sont ces enjeux numériques responsables. Le soutien à la stratégie numérique responsable, c'est tout ce qui est en lien avec le développement des compétences, l'animation de la démarche au sein de l'entreprise et aussi la communication.
interne et externe. Cycle de vie des services numériques, c'est ce qui va porter sur toute la gestion, la sobriété, dans la gestion des équipements, des data, des données, également des data centers, etc. Donc les infrastructures du numérique. Comment avoir une gestion sobre de tous ces équipements et notamment aussi travailler sur l'allongement de la durée de vie des équipements, ce qui est essentiel. Étendre sa démarche ANR, c'est tout ce qui va porter sur comment l'entreprise va essayer d'apporter, d'innover dans ce domaine-là pour répondre notamment à des besoins de population locale ou bien contribuer en faisant par exemple du mécénat de compétences dans le domaine du numérique. Et le 5e axe, donc spécifique aux entreprises des ESN, donc avec 3 enjeux, 3 principes d'action, c'est promouvoir le numérique dans ses offres et services, donc dans ses offres commerciales, donc l'intégrer dans son offre pour inciter les clients à aller vers les solutions numériques responsables, avoir une prestation, donc l'intégrer aussi dans sa façon de faire ses produits, ses services pour apporter des solutions numériques responsables et intégrer l'amélioration continue, donc avoir notamment des feedbacks réguliers de ses clients, de ses collaborateurs aussi, pour toujours améliorer et rendre plus sobres les usages du numérique. Donc sur chacun des enjeux, il y a une évaluation selon 3 niveaux, faible, partiel ou raisonnable, selon le niveau de maturité de l'entreprise. Alors, les 2 niveaux, les différences entre les 2 niveaux. Donc, il y a un niveau 1 qu'on a mis en place, qui n'existait pas auparavant, et justement pour le rendre accessible aux TPE, PME et aux ESN, qui sont souvent des petites organisations, des petites entreprises. C'est déjà la durée de l'habilitation. Elle est de 2 ans dans le niveau 1, de 3 ans pour le niveau 2. C'est la mise en place d'un score qui n'existait pas auparavant, un score sur 1000, avec un seuil d'obtention qui est différent, donc 300 sur 1000 pour le niveau 1 et 500 sur 1000 pour le niveau 2. Il y a aussi le niveau d'évaluation, de contrôle qui est différent, donc il est modéré pour s'adapter justement au fait que ça coûte cher d'être évalué sur le numérique, et donc pour l'adapter justement aux entreprises ou petites organisations. Donc c'est une évaluation modérée mais qui reste quand même exigeante sur une demi-journée et complétée d'un audit documentaire avec mise en place d'un plan de progrès sur 2 ans. Donc ça veut dire qu'on progresse d'année en année lorsqu'on s'engage dans la labellisation. Sur le niveau 2, le niveau de contrôle est plus élevé puisqu'il y a une évaluation tiers externe, notamment SGS ou Bureau Veritas, sur ce qui se déroule sur site, donc plus longue, sur plusieurs journées en général. Et il y a de la même manière un plan de progrès sur 3 ans pour progresser dans sa démarche. La formation, la montée en compétences fait partie des 2 niveaux, avec une différence où pour le niveau 1, vous allez vous former via un MOOC en ligne qui est gratuit, donc accessible à tout un chacun. Mais il y aura juste une certification des connaissances à passer pour le référent qui porte la démarche au sein de la structure. Donc ça rend aussi accessible la formation, la montée en compétences sur le sujet. Et pour le niveau 2, là, c'est une formation donc en présentiel sur 3 jours où là, vous allez rentrer beaucoup plus profondément dans les enjeux du numérique et avoir aussi des outils pour mettre en place une démarche numérique responsable. Alors, je vous présente maintenant le processus de labellisation. Pour le niveau 1, donc vous suivez en fait le MOOC avec donc gratuit en ligne, avec une certification pour le référent numérique responsable au sein de l'entreprise. Il y a une évaluation à distance, donc avec une demi-journée d'audit complétée d'un audit documentaire. Donc c'est l'agence Lucie qui réalise cet audit. Vous prenez des engagements, donc 1 mois plus tard, vous définissez un plan d'action sur 2 ans et vous nous le transmettez. Et à ce moment-là, vous obtenez le label si vous avez un minimum de 300 points sur 1000. Et au bout de 2 ans, vous avez
le renouvellement, donc là, une nouvelle réévaluation, on recalcule votre score et vous reprenez, vous mettez à jour votre plan d'action sur 2 ans. Et puis sur le niveau 2, donc là, les étapes sont similaires, sauf que sur la formation, vous allez avoir les 3 jours de formation, donc plus poussé. Vous avez une auto-évaluation via un outil en ligne qui vous permet de faire un diagnostic approfondi de ce que vous faites déjà en matière de numérique et d'identifier des pistes d'amélioration. Vous avez aussi donc un niveau de contrôle plus important avec une évaluation sur site par des SGS ou Bureau Veritas. Une prise d'engagement, donc là c'est un point commun. La différence, c'est que vous avez un comité de labellisation qui se réunit et qui va vous attribuer le label à la fois sur le score, mais aussi sur le plan d'engagement que vous avez rédigé sur les 3 ans. Et la différence aussi, c'est qu'il y a une évaluation à mi-parcours, à 18 mois. Donc avec ce niveau 2, en fait, vous avez une évaluation beaucoup plus importante et régulière. Donc tous les 18 mois, vous avez une évaluation sur votre démarche numérique. Et au bout de 3 ans, il y a le renouvellement. Alors en termes de coûts, on a aussi veillé à ce que ce soit accessible, notamment avec la mise en place de ces 2 niveaux. Donc là, vous voyez les coûts pour le niveau 1. Donc on l'a étudié pour que ce soit accessible financièrement pour les petites entreprises. Et donc là, le coût que vous voyez, le total, c'est sur les 2 ans. Donc et notamment en veillant à ce que ce soit accessible vraiment aux toutes petites entreprises. Notamment, vous voyez qu'il y a un coût beaucoup plus faible pour les entreprises de moins de 50 salariés, moins de 2 millions de chiffres d'affaires. Donc les 3 coûts, on va dire, qui sont à financer, c'est la montée en compétences, donc la certification suite au suivi du MOOC, l'audit à distance et puis la redevance qui est donc différente, qui est beaucoup plus faible pour les petites structures que pour les plus grandes. Et puis donc ça, c'est le niveau 2, donc, avec la labellisation à 3 ans. Donc là, vous voyez que les coûts sont plus importants, mais c'est aussi lié au fait qu'il y ait un niveau de contrôle beaucoup plus important et plus régulier par rapport au niveau 1. Et l'objectif aussi, c'est que ça permette d'aller progressivement, c'est-à-dire de s'engager sur le niveau 1 au départ, et puis ensuite d'aller progressivement vers le niveau 2, lorsqu'on se sent suffisamment mature et qu'on a aussi les moyens aussi nécessaires pour pouvoir s'engager sur cette labellisation niveau 2. Alors on a aussi, pour justement créer cette synergie et permettre aux entreprises membres de France IT, notamment ceux qui sont labellisés aujourd'hui ENR, entreprise numérique responsable, du coup de basculer vers vers ce nouveau label qui est unique, puisqu'il va permettre du coup de fusionner et d'apporter un label unique, d'aller donc du coup de basculer vers le label numérique responsable, et notamment le niveau 1. C'est de leur proposer 2 possibilités. Soit ils restent labellisés ENR jusqu'à la date de renouvellement de leur label, et en attendant, ils intègrent la communauté Lucie, on leur met tous les outils à disposition pour pouvoir déjà appréhender le numérique responsable et commencer à travailler, échanger sur le sujet, ou bien de s'engager dès maintenant avec des aménagements, des offres, une réduction tarifaire pour aider ceux qui vont se lancer, être les premiers à se lancer dans la labellisation. Et donc, jusque fin d'année, cette offre s'adresse aux entreprises qui sont labellisées aujourd'hui numérique ENR, entreprise numérique responsable. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, notre objectif, c'était aussi de créer une communauté d'acteurs engagés dans le numérique responsable. Et donc, aujourd'hui, avec Lucie, avec plus de 800 organisations engagées dans la RSE et le numérique responsable, notre ambition, c'est de créer la plus grande communauté d'acteurs engagés sur le sujet et de pouvoir créer cette force d'engagement et de mobilisation.
Donc, rejoindre la communauté Lucie, c'est avoir accès à des événements, à des ateliers de travail, avoir accès à des avantages aussi entre membres, pouvoir avoir accès à des outils. Et donc, tout cela, c'est pour justement permettre d'aller plus loin et d'accompagner, d'outiller les entreprises. Et puis, c'est aussi au-delà du numérique responsable, c'est d'ouvrir aussi l'engagement vers la RSE, toute la RSE, toutes les thématiques de la RSE, notamment à travers la trajectoire de Lucie 2030 qu'on met en place et qui permet d'aller plus loin, de mettre la barre plus haut, notamment en s'engageant sur 4 grandes thématiques, les climat et énergie, matières premières, richesse humaine et biodiversité. C'est aussi s'ouvrir à ces enjeux aussi très importants sur le plan social et environnemental. Et donc, il y a des ateliers de travail, des experts, des outils qui sont mis à disposition. Voilà pour la partie solution et je laisse la parole à Jean-François pour le témoignage. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et puis merci pour commencer à Salia et à l'agence Lucie de nous permettre de partager avec vous notre expérience en tant que SN, parce que c'est le sujet aujourd'hui, et de première aussi entreprise labellisée numérique responsable. Donc peut-être rapidement quelques mots sur le groupe ISIA. Donc on est une ESN. Notre cœur de métier consiste à concevoir et à développer des solutions numériques sur mesure. Donc ça, c'est notre cœur de métier historique. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Et donc on emploie aujourd'hui 130 collaborateurs sur 4 sites, Paris, Lyon, Montpellier et Nantes. Donc on réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Donc ça, c'est pour la carte d'identité du groupe. Donc je le disais, notre cœur de métier consiste à concevoir et à développer des solutions numériques sur mesure. Donc moi, j'ai le plaisir de co-diriger ce projet avec Fabienne Amadori depuis 15 ans. Et depuis une quinzaine d'années, voilà, on a une conviction, c'est que la recherche de la performance économique pure est importante, mais elle ne suffit pas. C'est un élément nécessaire, mais pas suffisant. On croit qu'on a en tant qu'organisation une responsabilité à la fois sociétale et environnementale. Et cette responsabilité, finalement, c'est cette recherche d'un équilibre, d'un triptyque entre la performance économique, mais c'est aussi la prise en compte d'enjeux humains, la prise en compte de l'humain dans toute sa diversité, dans toute sa sensibilité, et aussi de l'environnement. Et donc c'est ce triptyque qui nous a guidés pour piloter, pour diriger l'organisation, je dirais presque de manière instinctive, presque de manière intuitive, bien avant qu'on commence à parler de RSE. Et on a cru aussi très tôt à l'intelligence collective et à la force du travail collaboratif. On a mis en place des techniques pour associer nos collaborateurs dans la co-construction des décisions et même dans le pilotage de l'organisation. Et cette intelligence collective, c'est un terreau, c'est vraiment un carburant qui permet de fédérer et aussi de créer, d'amener de la créativité, de l'innovation. Donc voilà, ça c'était dans notre ADN et quelque part c'était présent, mais c'était pas toujours très bien compris par les collaborateurs. Et on a ressenti à un moment donné le besoin d'ancrer ça dans une vision. Donc on a fait un travail avec nos collaborateurs, justement en co-construction, et on s'est dit qu'est-ce qu'on poursuit ensemble. Et ce qui est ressorti, c'est une vision qu'on veut fédératrice et porteuse de sens, qui est l'intelligence collective et le numérique au service d'une société responsable. Donc vous voyez bien qu'une fois qu'on a posé ça, après, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut traduire cette vision dans notre cœur de métier? Et là, finalement, le numérique responsable nous est apparu comme une évidence, avec une idée double. Quelque part, éco-concevoir nos services numériques pour réduire l'empreinte environnementale des services qu'on développait pour nos clients. Et puis aussi réduire l'empreinte environnementale liée à notre activité. Mais c'est aussi chercher à développer des services numériques qui font sens et qui adressent des sujets qui nous tiennent à cœur, comme la santé ou l'environnement. Donc, voilà, quelques mots sur notre parcours et sur notre politique NR. Donc, le travail sur la vision, on l'a fait en 2016, fin 2016, début 2017. Donc, c'était le départ, avec derrière la participation à un programme qui s'appelait le programme Green Concepts, qui était organisé par la CCI de l'Hérault,
Et là, l'idée, c'était qu'ils nous accompagnent pour éco-concevoir un premier service numérique. Et puis ensuite, on a eu des formations. Donc, on a formé nos premiers collaborateurs à l'éco-conception. Et puis, on a adhéré à l'Institut du numérique responsable, au sein duquel on a pris, je dirais, un certain nombre de fonctions dans lequel on a souhaité s'impliquer, notamment en animant la signature de la charte NR et l'animation de la communauté des signataires. Et enfin, en juin 2020, la labellisation avec une communication officielle en septembre 2020 lors du Salon ProDurable. Voilà, donc un engagement qui s'inscrit dans la durée, qui est soutenu par une vision et qui se décline autour de quatre axes. La réduction de l'empreinte environnementale et sociétale des solutions qu'on développe, grâce à l'éco-conception notamment, en appliquant des principes de sobriété, d'économie de la fonctionnalité et des normes de développement. Il s'agit de revenir à des fondamentaux en fait, de la programmation en faisant simple et en développant des applications qui sont utiles et utilisables et utilisées, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gras numériques et que dans les applications, il y a environ, c'est le cabinet Standish Group qui a publié une étude en 2019, 50% des fonctionnalités qui ne sont pas ou peu utilisées dans les services numériques. Donc ça veut dire qu'il y a une économie de la fonctionnalité. Et là, c'est intéressant aussi parce que ça peut amener des économies budgétaires pour les clients. Et quand on vous dit éco-concevoir un service numérique, ça coûte plus cher, ce n'est pas forcément vrai. Donc c'est aussi chercher à réduire l'empreinte environnementale des solutions liées à notre activité, parce qu'aujourd'hui on a 120 ou 130 postes, donc ça fait quelques machines, ça fait des serveurs. Donc on a travaillé sur l'allègement du volume de nos data, sur la prolongation, on en parlait tout à l'heure, de la durée de vie des équipements. Et puis aujourd'hui on cherche à s'équiper de matériel labellisé, voire reconditionné. Et puis Lisa en parlait tout à l'heure, c'est aussi se nourrir et nourrir des expériences au sein de la communauté et de faire fonctionner l'intelligence collective au-delà de nos murs avec des acteurs engagés. La question de la communauté étant effectivement une question très importante parce que sur le numérique responsable, il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à inventer. Donc nous, on essaye des choses et puis quand ça marche, on partage et puis on aime bien que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc, quelques mots sur nos engagements à présent. Donc, le processus de labellisation, vous l'avez compris, il repose sur un certain nombre d'engagements que nous avons pris sur 3 ans. Donc, ces engagements, ils sont la traduction à la fois d'une politique, ce que je vous disais juste précédemment, et d'une ambition. Et on les a définis en fait en s'appuyant sur le référentiel. Et ça a été bien pratique. Et donc chaque engagement en fait est assorti à la fois d'un niveau de priorité, d'un calendrier, d'un porteur et d'un niveau d'avancement. Donc ça constitue une véritable feuille de route qui est très aidante en fait pour piloter le déploiement de la politique numérique responsable tout au cours du processus de labellisation et au-delà. Donc voilà, ces engagements ils nous servent de feuille de route. Donc je ne vais pas tous les détailler parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais on a essayé de faire quelque chose d'équilibré en intégrant effectivement des choses autour de la sensibilisation et de la formation, qui est je dirais, une étape très importante pour permettre la mise en mouvement. Et puis on a des choses après autour de l'intégration dans notre cœur de métier, notamment au travers de l'éco-conception, et puis aussi pour limiter l'empreinte environnementale de notre infra et de toute notre IT. Donc une fois que j'ai dit ça, alors les numéros, là, c'est juste le nombre d'engagements en fait, pris par thématique. Donc, rapidement, parce que tout ça, c'est bien beau, mais un petit peu de concret. Je ne vais pas avoir le temps de tous les détailler là. Et puis, si vous voulez venir nous voir, après, on est au stand du site, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Pas mal de choses autour de la sensibilisation et de la formation. On a mis en place une fresque du numérique qui est quelque chose de pas mal. C'est un atelier en fait pédagogique qui permet de vraiment sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du numérique, aux impacts du numérique sur toute la chaîne, du prélèvement des ressources à la fabrication jusqu'à la fin de vie. Donc c'est ludique, c'est pédagogique et ça donne aussi des leviers d'action pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et où agir. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on propose comme le MOOC qui est cité dessous à tous les nouveaux collaborateurs chez nous. Donc c'est aussi une manière d'embarquer. Voilà, alors après le Cyber Cleanup Day, c'était un challenge qu'on a mené
auprès de nos collaborateurs. Ça a plutôt bien marché. On a eu un taux de participation élevé. Et puis là, l'idée, c'était à celui qui supprimerait le plus de mails, le plus de data. Donc ça marche bien. Voilà. Après, par rapport à l'intégration dans notre cœur de métier, il y a un vrai sujet et qui n'est pas le plus simple, qui est l'intégration de l'éco-conception dans notre cœur de métier. L'éco-conception, c'est... Voilà, si on prend le référentiel de l'INR, il y a 420 recommandations. Oui. C'est moi qui fais. Donc oui, je vais vous parler d'éco-conception. On va improviser. C'est pas un petit sujet. Donc nous, je parlais des 420 recommandations qui sont dans le référentiel Corps Cernum de l'INR. Se les approprier, c'est pas forcément simple. Donc nous, on a créé un groupe de travail constitué de plusieurs personnes pour voir quelles recommandations on pouvait mettre en œuvre chez nous pour éco-concevoir nos services numériques. Donc on a fait ce premier travail de présélection des recommandations et là on est en train de le tester, de l'éprouver sur 2 projets. L'objectif étant de déployer à l'ensemble de l'organisation pour le mois de décembre. Voilà. Après, une autre action que je pourrais partager avec vous, et c'est intéressant, c'est que dans la charte et dans les engagements qu'on a pris, il y a le fait de sensibiliser nos fournisseurs au numérique responsable, nos fournisseurs IT. Donc c'est quelque chose qu'on fait maintenant systématiquement. Et là, dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on devait acheter une solution de communication interne qui est un petit réseau social interne, en fait. Et on a négocié un tarif en contrepartie d'une formation de sensibilisation numérique responsable, et ça a plutôt bien marché. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose aussi qui circule. Voilà. Après, un dernier point peut-être par rapport à la labellisation, et c'est un point aussi important, c'est que ça nous a amené vers un écosystème qu'on ne connaissait pas forcément. On a rencontré de nouveaux acteurs. Et on a rencontré notamment un fournisseur qui s'appelle Ecoder et qui nous a proposé des solutions d'achat de matériel reconditionné. Et donc tous les PC aujourd'hui qu'on achète pour tous les nouveaux collaborateurs sont reconditionnés. Donc c'est aussi un des effets de la labellisation. Donc n'hésitez pas après à venir nous voir si vous voulez en savoir plus sur ce qui peut être fait concrètement, parce que la liste est longue. Donc peut-être rapidement pour terminer sur les bénéfices, le processus de labellisation est vraiment intéressant dans la mesure où, quelque part, initier une démarche numérique responsable, on touche à vraiment tous les métiers de l'entreprise et tous les départements de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut une vraie transversalité dans la démarche. Il faut de la méthode, il faut de l'outillage. Et donc le label, dans la mesure où il est adossé à un référentiel, peut être un vrai guide pour donner du repère, pour donner une visibilité sur là où on veut aller et pour pouvoir embarquer les différentes parties prenantes. Donc voilà, c'est vraiment soutenant et c'est vraiment aidant. Je parlais aussi tout à l'heure de l'intégration dans l'écosystème du numérique responsable. Le fait d'avoir été labellisé, clairement, nous a donné accès à des fournisseurs qu'on ne connaissait pas et qui nous ont aidés à progresser dans nos pratiques. Et puis aussi à des experts et à des profils qu'on n'avait pas forcément chez nous, qui, du fait de la labellisation, se sont intéressés à nous et aujourd'hui nous accompagnent et nous aident aussi à monter en compétences et à développer de nouvelles expertises en interne. Donc voilà, ça c'est aussi un point très positif. Vous le savez, en tant que SN, recruter aujourd'hui, c'est pas simple. Le fait d'avoir un label numérique responsable, ça parle à la jeune génération. Donc je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais je pense que vous voyez de ce dont je parle. Aujourd'hui, on parle de quête de sens. Il y a des études qui sortent là-dessus qui prouvent qu'on a 80-90% des jeunes diplômés qui cherchent un emploi qui fait sens et pour œuvrer pour le bien commun. Et c'est un critère aujourd'hui qui est déterminant dans le choix d'un emploi, pour certains plus que la rémunération. Donc c'est un vrai élément de différenciation. Puis, je pourrais aussi vous parler de la dynamique interne. Aujourd'hui, il y a une fierté aussi qui émane et chez nos collaborateurs. Le label a donné une vraie impulsion et je dirais que ça ouvre des portes aussi en termes de métier. Là où avant on faisait du développement spécifique, on était chef de projet ou développeur ou directeur de projet.
le fait d'être labellisé et le fait d'avoir développé une expertise numérique responsable nous ouvre de nouvelles offres ou de nouvelles perspectives en termes d'offres. Aujourd'hui, on développe tout un pôle conseil pour pouvoir accompagner les clients dans la définition et la mise en œuvre de leur politique numérique responsable. Donc, c'est des passerelles aussi en interne pour des personnes qui veulent faire autre chose que du développement ou du projet IT. Donc ça, c'est aussi un élément très, très intéressant. Donc voilà. Et quand je parle de conseil, il y a aussi tout ce qui est formation. Aujourd'hui, on est en train de monter un catalogue de formation. On devrait être, si tout va bien, labellisé Calliope. Donc, il y a des collaborateurs qui vont pouvoir devenir des formateurs en éco-conception. Donc, c'est des choses qui créent aussi de la dynamique et qui permettent aussi de fidéliser au-delà de l'attractivité dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, en termes business, parce que c'est aussi un élément important, aujourd'hui, très concrètement, la labellisation, depuis qu'on est labellisé, c'est 6 clients nouveaux qui nous sélectionnent, en partie parce qu'on est labellisé, alors pas que, parce que le label ne fait pas tout, mais ça vient crédibiliser la démarche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on a un cadre aujourd'hui légal qui est en train de se durcir. Il n'y a rien d'obligatoire, mais ça va arriver dans tous les cas, c'est inévitable. En tout cas, nous, on en est convaincus. Donc, l'éco-conception ne sera plus une option demain. Et donc, les grands comptes, ça, l'ont bien compris. Et aujourd'hui, ils ont compris aussi qu'ils avaient intérêt à y aller. Et donc, ils nous sollicitent, pas que nous, bien sûr, mais le fait d'avoir une compétence connue et reconnue sur le sujet, aujourd'hui, nous ouvre clairement des portes dans des grands comptes. Voilà, et puis peut-être pour terminer, je parlais tout à l'heure de la vision. Dans notre vision, il y a l'intelligence collective et le numérique au sein d'une société responsable, mais l'intelligence collective a été vraiment quelque chose d'aidant et un vrai catalyseur pour déployer cette démarche numérique responsable, parce que, encore une fois, ce qui fait le succès de cette démarche, c'est la capacité à embarquer et à construire avec les parties prenantes. Et c'est quelque chose qu'on avait dans notre ADN et finalement qui nous a bien aidé pour l'obtention du label. Et au-delà de l'obtention du label, pour continuer à progresser sur le sujet, parce qu'on a encore beaucoup à apprendre. Eh bien, merci beaucoup. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps pour les questions, peut-être une ou deux maximum pour éventuellement répondre. Et on doit malheureusement libérer la salle après. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Alors, dans le référentiel, c'est traité à travers les enjeux sur notamment le cycle de vie, donc des équipements, des infrastructures, notamment en travaillant sur l'allongement de la durée de vie, etc. Donc c'est plus à travers ça que c'est traité plutôt que la mesure du bilan carbone en lui-même. Mais en travaillant sur ça, justement sur la réduction des impacts des équipements, on va forcément réduire son empreinte carbone. Merci beaucoup de votre attention. Et puis voilà, comme on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, on est au village Lucie avec Isia et Lisa pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup.